Et quand vous êtes en dessous, vous n'avez aucun moyen de vous repérer, sauf le GPS, justement. Et incroyablement, le fait que la métrique, c'est pas exactement la métrique plate, mais elle est modifiée par le potentiel newtonien, avec un terme qui n'est pas moins 1, donc, mais qui est moins 1 plus 2 fois le potentiel newtonien. V de x, y, z, et bien ça intervient, ça vous donne une correction, et cette correction, elle est contribue. Alors ça, c'est merveilleux, parce qu'à partir du moment où Einstein a compris ça, il a compris qu'en fait, la chose qui comptait pour comprendre la force de gravitation, c'était la géométrie de l'espace-temps. Et que cette géométrie de l'espace-temps, elle devait tenir en compte les masses qui sont présentes par le potentiel. Alors après, il a été plus loin, etc. Mais il n'empêche que ça franchissait une étape énorme, bien sûr, c'est ce qu'on appelle la relativité générale. Mais, malheureusement, cette relativité générale est incompatible avec la mécanique quantique. En quel sens elle est incompatible avec la mécanique quantique? Elle le sera, bien sûr, toujours. Mais elle est incompatible avec la mécanique quantique au sens où, lorsqu'on a appliqué les idées du type, ce qu'on appelle renormalisation, au champ de gravitation, c'est-à-dire les physiciens, ils aiment bien penser en termes de génie, de fonctions comme ça, qui dépendent du point de l'espace-temps et tout ça. Lorsqu'on a essayé de traiter ça comme un champ ordinaire, eh bien, on s'est aperçu que ça ne marchait pas, et qu'il y avait des divergences un petit peu comme la divergence ultraviolette, comme on a vu tout à l'heure, sur la catastrophe ultraviolette, qui sont partout et qui font que rien ne marche. Alors en fait, justement, à travers la géométrie non commutative, il y a une piste qui existe pour essayer de résoudre ce problème-là, et qui vient de Dirac d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'en gros, alors que Riemann, si vous voulez, donnait seulement le carré de l'élément de longueur, et vous voyez que donner seulement le carré de l'élément de longueur, c'est dangereux. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand vous regardez cette formule, et quand vous essayez d'appliquer cette formule, vous voyez, je suppose que vous savez tous vous servir d'un ordinateur et d'un programme de calcul, etc. Et à partir du moment où vous savez, vous voyez que quand vous avez une racine carrée, c'est affreux. C'est terrible. Vous allez essayer de mettre une racine carrée dans un programme d'ordinateur, vous verrez que c'est absolument grave. Donc, ce qu'a fait Dirac, c'est qu'il a réussi à extraire cette racine carrée. Et ça, c'est fait au niveau opératoriel. Ça signifie en fait qu'au niveau de l'opérateur correspondant, qu'on appelle le Laplacien, ce qu'a montré Dirac, c'est que ce Laplacien, il avait une racine carrée, qu'on appelle l'opérateur de Dirac. Et en fait, cet opérateur avait été déjà écrit par un physicien anglais, plutôt irlandais, Hamilton, celui qui a inventé les quaternions. Et justement, avec ces quaternions, je suppose que vous connaissez les quaternions, I carré égale moins 1, J carré égale moins 1, IJ égale moins J, etc. Vous connaissez ça, d'accord? Donc, ce que Hamilton a écrit, il a écrit l'opérateur I d sur dx plus J d sur dy plus K d sur dz, d'accord? Et si vous calculez le carré de cet opérateur, vous allez vous apercevoir que comme I et J, par exemple, anticommutent, il n'y aura pas de terme en dx, dy. Parce que vous allez avoir I fois dx, J fois dy, puis vous allez avoir plus J fois dy, I fois dx. Et ça va vous donner 0. D'accord? Donc vous allez avoir en fait moins dx carré, moins dy carré, moins dz carré. Et ça, c'est le Laplacien. Alors, donc, pour aller assez vite là-dessus, parce que je veux venir sur les autres premiers. Donc, il y a toute une géométrie qui s'est développée, qui vient de la géométrie non commutative, qui est en essence de la géométrie non commutative, et dans laquelle on fait la transition du point de vue de Riemann au point de vue qui est suggéré par la découverte de Dirac. Et en gros, pour résumer les choses, ce nouveau point de vue, c'est un point de vue dans lequel, pour mesurer la distance entre deux points, on ne prend plus un fil qui est tendu entre les deux points, mais on prend une onde qui va du point A au point B, et on mesure le déphasage de l'onde. Et la nouveauté de ce point de vue peut être parfaitement expliquée par rapport au point de vue de Riemann, en disant que c'est exactement le changement de paradigme qui s'est produit dans l'unité de longueur en physique. L'unité de longueur en physique a été définie jusqu'en gros en 1960 comme étant le mètre étalon. On a appris ça en classe, moi j'ai appris ça en classe. L'unité de longueur, c'était le mètre étalon déposé au pavillon de Breteuil, près de Sèvres, comme ça. D'accord? Jusqu'au moment, en 1927, où les gens se sont aperçus que l'unité de longueur changeait de longueur. Ah, c'était plutôt gênant. Alors, comment ils s'en sont aperçus? Ben, ils ont pris le mètre étalon, déposé au pavillon de Breteuil, etc. Et puis, ils ont mesuré sa longueur avec, donc, en la comparant des longueurs d'onde atomiques. D'accord? Et ils se sont aperçus qu'il changeait de longueur. Alors, ça, c'est problématique. D'accord?
C'était pas le seul problème, parce que bon, si vous réfléchissez un peu, supposez que vous vouliez unifier le système métrique dans la galaxie, par exemple. D'accord? Si vous envoyez un message en disant aux gens, on va unifier le système métrique dans la galaxie, donc si vous voulez mesurer votre lit, il faut que vous veniez à Paris. Il faut comparer au mètre étalon. D'accord? Donc c'est pas très très efficace, quoi. D'accord? Alors ce que les physiciens ont compris, ils ont bien certainement à le comprendre, c'est qu'en fait, l'unité de longueur qu'ils devaient choisir, c'est précisément ce qui leur avait permis de savoir que le mètre étalon changeait de longueur. C'est-à-dire, c'est les longueurs d'onde atomiques. Et alors la merveille, c'est que ce changement de paradigme qui passe du mètre étalon aux longueurs d'onde atomiques, c'est exactement le changement de paradigme qui passe de la géométrie de Riemann à la géométrie non commutative, à la géométrie spectrale. C'est exactement ce changement de paradigme. Oui. Le grand D, c'est l'opérateur de Dirac. Donc c'est cette racine carrée du Laplacien. Et bon, on vérifie que cette formule redonne la formule classique de la distance géodésique par un petit calcul, puisque cette norme va donner la norme de Lutich, de la fonction. Mais elle a un sens beaucoup plus général. Alors ensuite, donc, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez, cette géométrie, elle se relie directement à un problème qui est un problème évident. Comment est-ce que nous donnons notre position dans l'univers? Supposez que vous vous posez cette question. Et c'est un problème qui s'est posé, puisqu'on a voulu envoyer une sonde. Hein, et alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a dit, oui, il y a une certaine configuration de courbure qui a une grosse étoile, le Soleil. Après, il y a un petit truc, Mercure, après Vénus. Bon. Donc, vous envoyez ça, et puis ça veut dire que la sonde, elle est partie de la 3e planète. D'accord? Mais évidemment, il y a toute probabilité qu'il existe des quantités de systèmes solaires qui ressemblent à celui-là, et que donc, bon, si on donne ça comme ça l'information, ça ne nous intéresse absolument pas. Alors vous pouvez dire, ouais, mais on connaît la relativité générale, donc on va donner nos coordonnées par rapport à un système de coordonnées. Lequel? Et où est son origine, par exemple? D'accord? Donc on peut tourner en rond. Vous ne pouvez pas dire, on est à Paris, etc. Ça ne marche pas. Donc, il faut trouver une manière de dire où on est qui soit invariante. Eh bien, cette géométrie spectrale donne une manière de dire où on est de manière invariante. C'est-à-dire que d'abord, elle donne un invariant de la géométrie, qui est ce qu'on appelle le spectre de l'opérateur de Dirac. Ce n'est pas un invariant complet, mais on trouve l'invariant complémentaire, qui est ce qu'on appelle la matrice de CKM. Et on donne la position où on est. Comment? On la donne en donnant les produits scalaires des fonctions propres de l'opérateur de Dirac, mais au point où on est, c'est-à-dire dans les spineurs au point où on est. Et les physiciens avaient pratiquement fait quelque chose d'analogue, c'est-à-dire que dans la sonde qu'ils ont envoyée, bon, ils ont